Bon, ça va les trois. J'ai prévu je leur ai indiqué qu'il y avait quelques minutes de retard. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. On y va. Donc, docteur Catherine Aimé-Périssol, ce soir, vous avez titré votre présentation « La logique émotionnelle au chevet de la santé ». Oui, c'est ça. C'est le sujet du soir, j'ai envie de dire, c'est le sujet de l'actualité. Voilà. Parce que la santé est au cœur d'autant plus au cœur de nos préoccupations depuis presque 3 mois. Tu peux commencer, mais tu vois, slowly, parce que les gens ne sont pas encore arrivés. D'accord. Donc, slowly, c'est pourquoi ce thème? C'est ça, par exemple. Par exemple, c'est voilà. Le thème, c'est de toute façon en lien avec toute mon histoire, mon engagement depuis que je suis rentrée en fac de médecine. Donc, j'avais 16 ans et demi. Donc, c'est quand même une longue histoire. Et le rapport aux soins, le rapport à la compréhension de ce que c'est que ce processus de maladie, de non seulement comment on soigne, mais qu'est-ce qui fait que nous tombons malades. Et arriver à comprendre le modèle même de la santé, puisque curieusement, quand on est en fac de médecine, on ne parle que de maladie, mais on ne parle absolument pas de santé et de comment il est possible d'accompagner les gens dans la restauration ou le maintien de sa santé. Donc, c'est un des sujets qui, moi, m'avait beaucoup troublée et qui fait que quand j'ai été médecin généraliste, je me suis aussi tournée vers les médecines qui, à l'époque, étaient appelées les médecines douces, l'acupuncture, l'homéopathie, la mésothérapie, l'ostéopathie, la naturothérapie. Et donc, moi, je me suis orientée vers l'homéopathie et la naturothérapie, donc beaucoup autour de l'alimentation, parce qu'il me semblait que c'était justement dans cette pratique-là qu'il était possible d'aborder la personne dans son rapport à la santé, c'est-à-dire comment l'aider non seulement à guérir d'une maladie, mais à prendre soin de sa propre existence et d'accompagner, de participer à sa propre santé. Comme je ne le voyais pas, en tout cas moi je n'avais pas reçu comment dire, même pas d'entraînement, mais en tout cas, ce n'était pas du tout un propos, et je pense que ça n'est toujours pas, un propos que l'on transmet dans le cadre des universités et des facs de médecine. Ce sujet-là m'intéressait et je l'ai trouvé effectivement aussi bien chez les acupuncteurs que chez toutes les approches d'ailleurs de la médecine douce, c'est comment est-ce qu'il est possible d'accompagner notre existence de manière à répondre à ce qui me semble être un besoin structurel qui est celui de participer à ce qu'on appelle aujourd'hui une bonne santé, celle que l'on se souhaite en général le 1er de l'an de chaque année. Et j'ai suivi cette route, donc elle continue à être présente dans ma vie et que finalement, l'approche de la compréhension du processus immunitaire a aussi vocation de répondre à cet élan primordial de santé, d'équilibre, de comment participer à sa propre santé, comment prendre soin de soi. C'est-à-dire que dans le soin de soi, on peut évidemment, et chacun peut se tourner vers l'extérieur, les autres qui peuvent prendre soin de soi, qu'on appelle des soignants,
et puis comment il est aussi possible de participer à sa santé, c'est-à-dire à son approche. Et évidemment, l'émotion fait partie intégrante de cette réflexion. Donc, nous avons démarré doucement pour attendre les amis qui arrivent. Et Catherine expliquait son parcours de médecin, où curieusement, dans le milieu hospitalier, ce que j'en ai compris, et puis même à l'extérieur, il y est d'abord question de maladie plutôt que de santé. Et donc, oui, c'est-à-dire que d'ailleurs, c'est quelque chose qui en général n'est pas interrogé. C'est le médecin, il soigne des malades, et dans notre culture actuelle occidentale, qui dit soigner, d'abord dit soigner des maladies, dit utiliser la chimie pour soigner les maladies, et ce n'est que très très récemment qu'on a commencé à mettre en évidence la façon dont on mange, la façon dont on bouge, mais c'est extrêmement récent. Et même ça, on ne peut pas dire que ce soit véritablement considéré comme de la médecine. Or, le serment d'Hippocrate que tous les médecins prononcent en devenant médecins, en passant au Conseil de l'Ordre, le même Hippocrate disait que l'aliment soit ton remède. Donc, c'est quelque chose qui est à la fois extrêmement ancien, mais qui, depuis une centaine d'années, n'est plus considéré comme étant de la médecine, au profit d'une approche qui est essentiellement chimique, qui a évidemment d'immenses vertus quand il s'agit de traiter dans l'urgence un certain nombre de pathologies dans lesquelles le corps est dépassé ou défaillant pour l'approche, pour résister, on va dire, à certaines pathologies, mais qui peut aussi bien être utilisé dans des pathologies qui guérissent toutes seules. Toute seule n'étant d'ailleurs pas un bon mot, puisque la maladie guérit au sens où c'est le corps qui est notre meilleur médecin. Voilà, donc c'est quelque chose que nous oublions. Et dans le même esprit que la logique émotionnelle, cette approche d'un phénomène de ce qu'on appelle volontiers l'auto-guérison fait complètement partie intégrante de cette recherche, de cette attention portée aux soins de soi, c'est-à-dire à la capacité dont le corps témoigne d'un désordre et a des moyens de répondre à ce désordre, exactement comme l'émotion. L'émotion témoigne d'un désordre intérieur, et l'émotion est la réponse du corps pour rétablir l'équilibre de la personne dans la situation dans laquelle il existe. Donc c'est de ça, c'est pour ça que je dis la logique émotionnelle au chevet de la santé, puisque on parle à la fois de choses différentes, et on parle profondément du même processus, du même mouvement de vie, du même élan vital, et combien il est important, là on en parle ce soir, mais combien c'est une information qui doit vraiment se déployer, se diffuser, et qui évidemment rencontre beaucoup de résistance, non pas résistance au sens volontaire, mais résistance tout simplement au sens d'un autre modèle qui s'est imposé au fil des années, comme la médecine, ce sont des ressources chimiques, et que les ressources du corps elles ne sont pas oubliées, mais elles ne sont pas vraiment considérées comme des ressources, ou pas assez en tout cas. Alors, qu'est-ce que ce serait les ressources du corps? Les ressources du corps, c'est de prendre en considération que pour des phénomènes aussi simples, par exemple que quand on fait la cuisine et que le couteau a tendance à déraper et qu'on se coupe la peau, en l'occurrence, plus ou moins profondément, le sang coule, etc. C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes qui sont les conséquences du geste malencontreux que l'on peut faire. Et si nous cicatrisons, c'est pas parce que nous avons appliqué une pommade
ou que nous avons fait un bandage ou je ne sais pas quoi. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas de bandage, ça cicatrice. Donc le corps contient naturellement des vertus d'auto-guérison et qu'une grande partie des ressources corporelles sont contenues dans ce qu'on appelle le système immunitaire, qui est, on ne va pas rentrer dans un cours d'immunologie, mais ce système immunitaire a vocation de répondre et de réparer justement ces désordres comme une coupure, mais bien d'autres, et utilise des tas de moyens pour restaurer l'équilibre et restaurer l'intégrité, l'intégralité, mais l'intégrité surtout de notre corps. Et là où, par exemple, pendant longtemps, on a fait en sorte de faire baisser la fièvre dès qu'il y avait la moindre anomalie, aujourd'hui, de plus en plus de médecins entendent que la fièvre fait partie des moyens du corps pour restaurer l'équilibre. C'est-à-dire que quand on a froid, les frissons sont faits pour nous réchauffer, et quand on a chaud, la transpiration est faite pour, comment dirais-je, pour cadrer un petit peu canaliser, on va dire, la fièvre. Mais la fièvre elle-même a vocation, la vocation de lutter contre un certain nombre de pathologies, notamment les pathologies virales ou infectieuses ou virales, etc. Et donc, faire baisser systématiquement la fièvre, ce n'est pas rendre service au corps dans sa capacité à éliminer, puisque sous l'effet de la fièvre, nous éliminons énormément de toxines, etc. Donc, c'est d'entendre qu'il ne s'agit pas de revenir à l'époque d'Hippocrate. Il s'agit évidemment d'utiliser les remèdes, la chimie pour ce pourquoi elle est faite, c'est-à-dire en situation d'urgence et de dépassement. Il est absolument indispensable de pouvoir y avoir recours. C'est dans cet esprit-là, d'ailleurs, que ça a été créé. Et en même temps, de reconnaître toutes les capacités du corps à s'auto-guérir. Et j'avais un ami médecin qui avait été interviewé, je ne sais plus quelle radio, et qui, sur les ondes, avait dit, ne le dites à personne, mais les 3/4 des personnes qui viennent me voir en consultation donc de médecine générale, ils vont guérir tout seuls. Je n'ai pas besoin de rien faire. La maladie guérit. Voilà, donc ce n'est pas vrai de toutes, mais c'est vrai de beaucoup. Et donc, qu'est-ce qui fait que ça guérit? Eh bien, c'est que nous avons en nous des ressources d'auto-guérison et des moyens de répondre au déséquilibre. Le déséquilibre étant lui-même une façon de nous avertir sur notre façon d'être au monde, c'est-à-dire notre façon de nous comporter, de penser, de manger, de bouger, d'être en relation. Voilà, c'est-à-dire que le déséquilibre ne vient pas de nulle part. Et là, évidemment, nous retrouvons l'émotion. L'émotion étant à la fois un système d'alarme et à la fois un système de restauration de l'équilibre. Donc, une vingtaine d'amis nous ont rejoints. L'un d'entre eux, Gérard, nous dit « Nous ne faisons donc pas confiance au corps ». C'est tout à fait ça. Nous avons presque désappris, à force de nous fier aux facteurs extérieurs que peuvent être la chimie, les autres, des soins extérieurs, nous avons comme désappris à nous fier à notre propre corps et à ses ressources. C'est exactement ça, c'est-à-dire que ce sur quoi nous devrions nous repérer, ce sur quoi nous devrions d'abord, auquel nous devrions nous fier, c'est notre corps et ses capacités, ses ressources, son intelligence. Et nous l'avons désappris dans un cercle qui finalement peut devenir un cercle vicieux, parce que plus nous nous référons à des facteurs extérieurs comme susceptibles de nous guérir, moins nous faisons confiance au corps, plus nous sommes stressés, puisque le stress est une réponse au peu de foi et au peu de confiance que nous accordons à notre propre structure, y compris d'ailleurs à nos émotions. Et donc, c'est ce qu'on appelle le cercle vicieux, c'est-à-dire que moins nous nous référons aux ressources, aux possibles qui sont contenus dans notre corps,
plus nous référons à un système qui nous est extérieur, plus nous craignons de perdre comment dirais-je, la santé grâce aux éléments extérieurs, et plus nous avons peur, et ça tourne en rond. Donc c'est ça, nous ne nous fions plus suffisamment à notre corps. Et c'est bien dommage. Mais ça se rattrape, ça c'est la bonne nouvelle. Dans l'actualité, on entend presque enfin, on entend presque, on entend, mais tu l'évoques dans un document, c'est nous sommes surtout saisis par le virus de la peur. C'est ça. On a parlé beaucoup, mais malheureusement en le dénonçant. On a parlé beaucoup de le véritable virus, celui qui est le plus toxique, serait le virus de la peur. Alors, une chose d'abord qui est à mettre en évidence, c'est que l'émotion est par définition, comme toutes les émotions, on peut parler de virus puisqu'il y a quelque chose de tout à fait contagieux. Quand dans une assemblée, quelqu'un exprime sa peur on le voit bien, hein, ce qui s'est passé, il n'y a pas assez de masques, il faut des masques, pourquoi il n'y a pas de masques, le gouvernement dit ça, et donc quelqu'un dit on ne peut pas sortir sans masque, puis je suis embête, moi j'ai vu tout à l'heure un bébé dans sa poussette avec un masque, enfin voilà, donc ça gagne, on voit bien qu'il y a une véritable contagion de la comment dirais-je, de la peur, ça c'est sûr, mais de toute façon, il y a une contagion de toute forme d'émotion. Quand quelqu'un est en colère, ça nous met en colère qu'il soit en colère. Enfin, il y a véritablement on parle de contagion et je trouve que le terme est tout à fait adapté, comme si il y avait des résonances entre nous, et il y a des résonances entre nous dans cette viralité de la peur. Maintenant, il faut quand même, mais c'est ce qui va nous aider à raison garder, c'est-à-dire la peur est une conséquence. La peur n'est pas l'origine de nos comportements. La peur, le sentiment de peur, dont je ne parle pas au temps très corporel qui dure quelques centièmes de seconde, dans laquelle nous sommes saisis sous un choc, et il y a une résonance très sensorielle, très corporelle sur le moment du choc. Je parle de la peur qui, elle, peut durer et se déployer en anxiété jusqu'en angoisse, etc. Cette peur-là, qui est une peur qui est à la fois corporelle en termes de ressenti, mais aussi très mentale, cette peur-là, elle est une conséquence. Et ça, c'est vraiment un facteur extrêmement important, puisque tant que nous nous disons que la peur est comment dirais-je, c'est parce que j'ai peur que je fais ceci ou cela, la biologie nous apprend que c'est dans l'autre sens. C'est à force de nous protéger, à force de rechercher une sûreté absolue, comme quoi nous n'attraperons jamais un quelconque virus et comme quoi nous serons toujours protégés de voisin qui s'est mis à tousser quand on était sur le palier en même temps que lui. Plus nous cherchons à nous protéger et à ne jamais prendre le risque de contacter quoi que ce soit, plus nous avons peur. Et donc, ça, c'est une approche que vraiment développe la logique émotionnelle, et parce que la biologie nous donne à voir que c'est comme ça que ça se déploie. Plus nous pouvons retrouver un chemin qui est non pas un chemin sans risque de maladie, mais un chemin qui apprend à prendre soin de soi, à éviter, mais en même temps que ce ne soit pas un évitement absolu, et donc qui contienne aussi ce qu'on appelle la prise de risque, c'est-à-dire c'est à la fois je me lave les mains et à la fois il est possible que je sois moi aussi contacté par un virus qui, rappelons-le, est quand même, quand on l'a contacté, guéri la plupart du temps tout seul. Enfin tout seul. Le corps est suffisamment apte et a des ressources pour s'auto-guérir. Donc il ne guérit pas tout seul, il guérit parce que notre corps a les capacités d'être à la fois chamboulé par l'attaque virale et à la fois de répondre
d'une façon satisfaisante en retrouvant l'équilibre. Donc, c'est vraiment cette éducation qui, me semble-t-il, est très importante à transmettre, c'est-à-dire que le désir de santé qui est le nôtre, nous avons tous un désir légitime de santé. Ce désir de santé, c'est déjà de regarder comment j'y réponds, et que si j'y réponds sous une forme de ne jamais tomber malade et éviter toute personne qui soit susceptible de, comment dirais-je, de déstabiliser mon équilibre, eh bien, cette vision d'une santé absolue et totale, il n'y a rien de tel pour favoriser l'anxiété, puisque ce rêve, ce fantasme d'une santé absolue, hormis le fait que de toute façon, comme disent certains, à la fin, nous mourrons tous, ce fantasme-là ne fait que entretenir non seulement des habitudes comportementales, mais entretient évidemment la peur de, malgré toutes les précautions, de quand même tomber malade. Et donc, cette peur de tomber malade, elle-même, va nous faire regarder notre environnement d'une façon tout à fait inquiète, qui fait qu'on va repérer toutes les situations dans lesquelles on pourrait être déstabilisé, et tout notre esprit créer comment dire, des représentations très fictionnées, très, très inquiètes de oh là là, il a toussé, et moi, est-ce que je vais pas, etc. Donc, il y a quelque chose qui encombre notre esprit, comment dirais-je, qui fait que nous n'aurions plus que ça en tête, et que, sauf à rester confinés chez soi et à ne plus jamais sortir, nous courrions le risque de tomber malade, et ça, c'est pas possible. Et donc, voilà, donc c'est très important de réaliser que le désir de santé, lorsqu'il est vécu sur un mode très obsessionnel et absolu, c'est lui qui est à l'origine de certains comportements et de peur de ne pas y arriver finalement, de ne pas s'en sortir. C'est très souvent un terme qu'on emploie, c'est la peur de ne pas s'en sortir. Et tu exprimes le désir de santé. Moi, ça m'interpelle, désir de santé. Ça, je sais pas, est-ce que c'est un désir? Désirer la santé, c'est ça ce que tu veux dire? Le désir, c'est quelque chose d'extrêmement. C'est pas une volonté, un désir, hein, c'est une intention, une mobilisation, une aspiration qui vient vraiment de son corps, qui vient vraiment de son. Qui est beaucoup plus inconscient qu'une volonté d'être en bonne santé. C'est pour ça que je parle de désir, c'est-à-dire que nous sommes tous mus par un besoin d'existence, et que le besoin d'existence, on va dire que sa traduction la plus spontanée, c'est effectivement cette santé, c'est-à-dire d'être sain. La santé, c'est d'avoir un corps sain, un corps-esprit sain. Donc c'est ça la santé. Et ça, c'est une aspiration qui est très proche de l'aspiration à l'intégrité, à l'équilibre, et qui trouve des racines, pas du tout dans notre mental, qui trouve ses racines d'abord dans notre génétique et dans des besoins extrêmement archaïques, vitaux, que sont la respiration, que sont vraiment tout ce phénomène d'intégrité. J'ai le souvenir, moi je raconte souvent cette anecdote, quand j'ai énormément aimé, en deuxième année, j'avais des cours de neurologie et de neuroanatomie. Et comme j'étais rentrée en médecine pour savoir comment ça fonctionnait, moi, un corps humain, c'est ça qui m'intéressait. Et donc, dans cette deuxième année, toute l'année, on avait des cours d'anatomie. Et arrive neuroanatomie, un chirurgien qui nous fait plein de cours sur le cerveau.
Et à un moment donné, il parle du cerveau reptilien en disant le cerveau reptilien, cerveau de la survie, et donc c'est le cerveau qui est responsable de l'équilibre entre la faim et la satiété, la soif, et voilà, donc il parle de tout ça. Et puis il dit voilà, il est responsable de ces phénomènes veille, sommeil, faim, satiété, respiration, battement cardiaque, reproduction, donc tout ça m'enchante. Et puis à la fin, il dit et il est responsable du maintien de l'intégrité. Et là, je me dis ah, ça y est, je suis arrivée au bon endroit. Enfin, je vais avoir un retour sur cette fameuse ce mécanisme qui finalement nous appelle du fin fond de notre cerveau et qui est une façon de maintenir son intégrité. Et puis, une fois qu'il a dit ça, il est passé au cerveau du dessus, c'est-à-dire au cerveau limbique, qui commençait à être un peu mieux connu. Mais à l'époque, il n'y avait pas encore beaucoup de moyens, il n'y avait pas les IRM, etc. pour connaître le fonctionnement du cerveau reptilien. C'est venu un petit peu après. Mais déjà, j'avais cette information qui m'avait enchantée du fait qu'il y a dans notre cerveau, et le cerveau le plus ancien, le plus primordial, il y a un désir d'intégrité, comme il y a des mécanismes de respiration, d'équilibre, etc. Donc la santé, c'est ça. La santé, c'est cette aspiration naturelle à garder, retrouver et conserver une intégrité qui passe naturellement par un soin de soi. Est-ce que ça répond? Oui. Je vais inviter nos amis à poser leurs propres questions. N'hésitez pas, tout ce qui peut vous intéresser sur Catherine, le fonctionnement je du vais voir soin. un tout petit instant parce qu'il y a une fenêtre ouverte et je ne sais pas si… Moi j'entends du bruit, ça me dérange. Ok. Donc, je vous invite à poser vos questions. Catherine y répondra au fil de la conférence. N'hésitez pas, toutes les questions autour de la maladie, autour de… tout à l'heure, on a entendu parler de la peur, parfois des processus de colère, etc. Tout ça, Catherine vous expliquera comment cela se passe. Et puis moi, là, puisqu'elle revient, je vais lui demander, mais ce serait quoi prendre soin de soi concrètement? Pourrait nous éclairer? Ou la logique émotionnelle nous éclairerait-elle? Le soin de soi, certains mettent en évidence d'ailleurs que ce n'est pas tant le soin de soi, mais le soin du soi, c'est-à-dire d'un soi qui est présent, mais qui évidemment nous échappe singulièrement puisque nous n'avons pas, malgré tout ce que nous imaginons, une très très large partie de notre fonctionnement se fait sur un modèle non conscient, automatique non conscient. Ce n'est pas nous qui décidons de faire venir les cellules immunitaires pour guérir dans un… Non, on ne fait rien de tout ça. Tout ça se déclenche et tout ça se déclenche dans un processus vertueux qui consiste à avoir, se doter, développer des moyens de s'auto-conserver. Donc, c'est ce principe d'autoconservation qui est à l'œuvre et qui est en très, 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 très grande partie automatique, non conscient et qui s'impose. J'ai envie de dire que nous pouvons nous être plus à constater comment il se manifeste qu'à décider ou à choisir qu'il se manifeste ou pas. Donc, c'est déjà de considérer que le soin de soi, c'est quelque chose qui existe et qui se fait, non pas parce que nous le décidons, mais parce que nous sommes des êtres humains vivants et que le soin de soi est le corollaire, on va dire, du fait d'être un être vivant. Et cette partie-là, elle peut sembler un peu rébarbative, un peu, ouais, bon, ok, c'est l'inconscient. Non, c'est absolument essentiel parce que c'est le début même
de cette attention à soi, le soin de soi, il doit impérativement commencer déjà par une espèce de regard admiratif que l'on peut avoir chaque matin sur le fait de se réveiller et d'être vivant et de respirer. Ça n'étonne personne tellement nous sommes habitués. On commence à s'en étonner que quand on va pas très bien et qu'on a des signes de maladie. On se dit, voilà, ça va pas si bien que ça. Je ne peux plus compter sur l'automatisme qui est à l'œuvre. Donc, le fait déjà comment dirais-je, remercier chaque matin notre corps d'être un corps vivant et qui naturellement est doté de moyens de nous permettre de conserver notre existence, il me semble que si nous commencions notre vie déjà par ce regard de gratitude et d'admiration, nous changerions, pour un certain nombre d'entre nous, nous changerions notre regard sur le reste de la journée et nous changerions notre regard sur notre propre corps parce que nous pourrions déjà nous fier à un corps qui fait le job, que nous le voulions ou non. C'est à un niveau qu'on a tous expérimenté, hein, enfin en tout cas pour ceux qui conduisent une automobile, nous conduisons sur autoroute, il n'y a pas trop de monde, on respecte les vitesses et puis on se met une musique super ou un discours, comment dirais-je, on dialogue avec les autres personnes de la voiture. Et vraiment, le corps est tellement habitué à faire des gestes qui font qu'on va dans la bonne direction, qu'on tient le volant et que les pédales, on les a sous le contrôle des pieds, que du coup, sauf s'il y a un feu stop qui s'allume en face, on ne va absolument pas penser ni réfléchir à ces automatismes. Et donc, ça, c'est quand c'est au plus proche de notre conscience. Mais évidemment que le prendre le soin de soi commence déjà par être admiratif sur un corps qui a cette autonomie déjà d'autoconservation. Donc ça, c'est déjà un premier point. Le point suivant, c'est comment est-ce qu'on peut accompagner ce processus. Donc, ce n'est pas inventer le soin de soi, on ne va pas inventer, créer comme un module nouveau qui ferait que, moi je vais vous apprendre à prendre soin, le soin du soi. Non, c'est déjà accompagner ce qui existe déjà, c'est-à-dire accompagner l'intelligence émotionnelle, accompagner l'intelligence du corps et la logique, le logos, le langage de l'émotion. Ça, c'est aussi, et c'est juste après le regard de gratitude et d'admiration, ce serait de comment je peux accompagner au mieux ce qui est déjà à l'œuvre. Et donc, la logique émotionnelle, elle permet d'accompagner le processus vivant dont témoigne, on va dire, l'émotion. Et donc, c'est déjà commencer par le début qui est, si on pouvait arrêter de s'en vouloir d'être ému, mais au contraire de porter une attention de reconnaissance vis-à-vis de l'émotion et du langage qu'elle nous donne à entendre sur notre propre vitalité, notre propre existence, là aussi, ce serait déjà formidable. C'est une façon de prendre soin du soi. C'est-à-dire, c'est une façon de prendre soin de ce qui est déjà vivant, de ce qui s'exprime et de tout ce qui aspire à l'intérieur de nous à, comment dirais-je, accompagner ce mouvement de vie et aspire naturellement à conserver notre existence. Et évidemment, ça c'est encore plus du registre de l'émotion, c'est accompagner aussi la façon dont les événements autour de nous changeant, l'émotion nous permet à chaque fois de nous adapter au mieux de notre conservation, de nous adapter aux situations nouvelles et donc, à ce titre-là, d'évoluer d'une façon adaptée à la situation et adaptée à la vitalité de notre corps. Donc, on voit bien qu'avant d'être une formation à apprendre, qui serait le module prendre soin de soi, il faut commencer par le début, qui est cette attention de gratitude vis-à-vis
de la façon dont le corps s'y prend, et puis je vais accompagner déjà par la connaissance et la compréhension du processus émotionnel, je vais accompagner le mouvement automatique de santé et l'accompagner dans des gestes et dans des choix qui vont favoriser, on va dire, cette capacité d'auto-guérison du corps. Une époque où quand on avait une fièvre, une grippe, etc., et donc le médecin à l'époque disait au lit, 3 couettes, diète et de l'eau. Je ne sais pas beaucoup si dans la jeune génération, il y en a beaucoup qui ont expérimenté ça. Moi, je l'ai expérimenté, une génération avec Catherine qui fait que nous avons pu expérimenter ça, mais c'était quand même le meilleur moyen, c'est dire si l'ordonnance était pas lourde, hein, et ça coûtait pas très cher à la sécurité sociale, que de favoriser les forces de guérison en se mettant à la diète. Aujourd'hui, le discours, c'est il faut que tu manges pour avoir des forces. Le corps dit exactement l'inverse. Le corps dit au lit, repos, 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 et transpiration et boire. Voilà, en général, ça passe. Alors, ça ne passe pas tout de suite, parce qu'il y a quand même une certaine inertie corporelle, et ça passe. Donc, je pense que accompagner les forces d'auto-guérison, c'est prendre soin du soi. Et puis après, évidemment, il y a tout ce qui est mode alimentaire. Là, je parlais de se mettre à la diète, mais c'est intéressant de voir d'ailleurs sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de réseaux qui parlent de comment on a mieux mangé, plus mangé, trop mangé. Et puis, il y a un certain nombre de personnes qui disent moins manger. Je me suis mise à la diète, je me suis rendu compte que ça m'allait bien dans cette période. Voilà, je me suis dit que ça pouvait alléger le corps et donc de lui donner un peu plus de résistance par rapport aux facteurs extérieurs. C'est ça. Donc l'alimentation fait partie intégrante du prendre soin de soi, prendre soin du soi, bien respirer, aérer. Enfin, ce sont des gestes finalement extrêmement simples et qui vont dans le sens de cette attention à ce désir de santé et d'intégrité. Et puis après, on peut évidemment prolonger dans le mouvement, la marche, les exercices. On peut le prolonger, bien sûr, dans une certaine façon d'être en relation avec les autres, dans une façon comment dirais-je, d'augmenter intérieurement son niveau soit de tolérance, soit au contraire de fermeté. Enfin, tout ça va dans le sens de la compréhension du désir d'existence et de la compréhension des besoins qui sont les nôtres en situation à la fois de cette conservation structurelle, de l'appartenance. On a vu beaucoup de mots mis sur des personnes qui révélaient malheureusement pendant cette période de confinement beaucoup de tensions, beaucoup de luttes, beaucoup de contraintes. Voilà, où les rapports sociaux se sont énormément dégradés. Et puis pour d'autres, c'est presque la découverte du fait que ils appartenaient à un même clan, à une même groupe, à une même famille, et presque de se redécouvrir appartenant à une même famille. Donc ces besoins-là, y répondre, les découvrir, voire les redécouvrir, c'est évidemment prendre soin du soi aussi. C'est-à-dire que prendre soin du soi, c'est prendre en considération les besoins qui sont liés à notre existence. Et les besoins qui sont liés à notre existence, ils concernent à la fois le corps dans sa structure et ils concernent évidemment les liens sociaux, affectifs que nous avons les uns avec les autres et la recherche de sens, à commencer par quel est le sens de ces 2 mois qui ont été tellement différents de mes habitudes, quel sens je leur ai donné déjà et quel sens je peux continuer à donner à une existence dans laquelle on arrêterait de s'embrasser. Les gens se posent la question, ils ont raison de se poser la question. Avec les questions que je vois
qui vont plus du côté tomber malade. Donc on sait qu'on parle, on dit qu'on peut tomber malade d'angoisse, de colère, de jalousie, de tristesse, et voire peut-être aggraver ces processus émotionnels. Comment ça se passe, hein? D'abord, ce qui est intéressant, c'est que dans notre langage courant, nous utilisons le terme tomber. Tomber, c'est le sens de la gravité, hein, on tombe vers le sol, on tombe pas en haut. Et donc, tomber contient, rien que dans le verbe, nous rappelle à une dimension qui est que nous sommes des êtres de chair et d'os, nous avons du poids, nous sommes sur terre, nous sommes faits de matière, et donc tomber malade, c'est en quelque sorte faire l'expérience de notre rapport à notre matière. Donc le terme, je trouve, est particulièrement bien choisi puisque la maladie et donc les symptômes qui peuvent apparaître dans ces phénomènes de ressentiment qu'on évoquait tout à l'heure, la peur, l'anxiété, l'angoisse, la colère, la jalousie, la rivalité, et puis le côté qui peut être plus dépressif, du côté de la tristesse, de l'enfermement, etc. Ces manifestations-là, qui sont, quand elles sont éprouvées sous forme de ressenti, ça peut rester longtemps sous forme de ressenti, c'est-à-dire que je me réveille le matin, j'ai des bouffées d'angoisse, je vais retourner là au travail après 2 mois dans lesquels j'étais peinard chez moi derrière mon ordinateur pour travailler, j'ai des angoisses, j'ai peur que ça y est, ça refasse comme avant. Enfin voilà, toutes ces manifestations, elles peuvent rester longtemps, heureusement, sous la forme d'un message sensoriel de ressenti. C'est pénible, ça serre, ça a une boule au ventre, la tête un peu dans un étau, etc. C'est pas très agréable, mais voilà, grosso modo, c'est ce qu'on appelle le stress. Donc, pas de chance, ça fait augmenter le niveau du cortisol dans le sang, c'est pas terrible. Mais quand ces manifestations de ressenti s'inscrivent de plus en plus longtemps dans le corps, ça ne s'inscrit pas uniquement sous forme de ressenti, ça s'inscrit sous forme de ressenti et de toute une comment dirais-je, des manifestations chimiques, c'est-à-dire que le corps témoigne de ce ressenti sous la forme d'augmentation et notamment l'hormone du stress qui est le cortisol, et donc sous forme d'augmentation du cortisol, mais pas que. Il y a beaucoup d'autres manifestations biochimiques qui se manifestent et qui vont participer à des désordres sur certains organes, et ça va petit à petit être à l'origine, ce désordre va être petit à petit à l'origine des fameuses maladies psychosomatiques, l'ulcère d'estomac, les infections urinaires, vaginales, les anémies, infections pulmonaires, enfin voilà, tout, plein de manifestations, les migraines, etc. Et donc, le corps va témoigner pas simplement de ressentis corporels et mentaux, mais petit à petit, il va y avoir une sorte d'installation de manifestations qui vont solliciter des organes et ça va être le début des maladies psychosomatiques, puis des maladies somatiques, c'est-à-dire que le corps lui-même est concerné organiquement par des déficits ou au contraire des emballements. Et c'est ce qu'on appelle alors du coup la maladie. Et donc cette maladie, c'est comme un long chemin que parcourt le corps humain et donc le corps-esprit, qui fait que petit à petit, les manifestations de ressenti, les habitudes de vouloir absolument être à l'abri de tout, le côté obsédant que peut prendre
le désir d'avoir vraiment tout le temps, être en bonne santé, jamais tomber malade, zéro risque, etc., peut petit à petit entraîner des habitudes qui vont ancrer ces ressentis d'anxiété, pour prendre cela, voire d'angoisse, et que ces manifestations d'angoisse, outre le fait que ça oriente évidemment nos représentations sur un modèle de danger permanent, ça va aussi favoriser dans le corps certaines pathologies organiques. C'est la maladie et donc nous tombons malades. Mais si nous nous fions au processus de la biologie, nous tombons malades pour guérir. Nous ne tombons pas malades pour autre chose que alerter notre corps, notre esprit de notre désir de santé. Donc, l'idée selon laquelle la maladie, c'est un truc qui nous tombe dessus et donc il faut absolument lutter contre, nous prenons le risque de passer à côté d'une information capitale et qui est nous tombons malades pour nous avertir, pour nous inviter à être plus attentionnés, plus soigneux du soi, plus soigneux de soi, plus soigneux du corps qui, lui, aspire naturellement à exister et à conserver son intégrité dans les différentes situations dans lesquelles nous sommes. Donc, la méfiance, tout à l'heure, il y avait un monsieur qui disait, mais alors on ne fait pas confiance au corps. Ben, c'est ça, c'est exactement ça qui se passe, c'est-à-dire que la maladie, quand elle est entendue et vue comme un pas en plus du ressentiment qui fait que si notre foi tombe malade, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose là qui est à prendre en considération et que notre corps nous le rappelle et quelquefois avec intensité, voire douleur, eh bien, c'est à nous d'écouter ce message, le prendre en considération et reporter notre attention sur, pas forcément je sais pas moi, le mail à envoyer coûte que coûte, parce que sinon je vais me faire enguirlander le lendemain par mon boss, mais peut-être de prendre le risque de changer de comportement et de porter attention à son propre équilibre dans la situation. Je reçois très souvent ça m'enchante, je reçois très souvent des mails ou des petits SMS de personnes qui me racontent que, alors c'est très court, hein, mais c'est, voilà, après notre échange d'hier ou d'avant-hier ou peu importe, et plutôt que de faire comme d'habitude, j'ai fait comme ça, et alors que vraiment ce qu'il raconte semble totalement dérisoire, la personne le vit comme une véritable victoire sur des habitudes automatiques dans lesquelles ils sont finalement prisonniers et qui font qu'ils revisitent tout le temps la même crainte, la même angoisse, la même colère, etc. Et donc, ces petits pas qui sont des pas d'attention à soi, c'est ça, prendre soin de soi. Prendre soin du soi, c'est porter attention à cette mécanique absolument extraordinaire qui s'appelle un corps-esprit et que nous aurions tout intérêt, sur laquelle nous avons vraiment intérêt à veiller. En plus de la façon dont, heureusement, le corps-esprit veille déjà sur lui-même de façon automatique et nous pouvons accompagner ce processus par la connaissance et la compréhension du processus humain et de la logique des émotions. Donc, j'entends cette incrustation peu à peu dans les tissus, en quelque sorte. Et il y a une personne qui pose la question en parlant de causes. Quelles sont les causes qui déclenchent la maladie ataxie cérébelleuse? Alors, c'est vraiment le choix que je fais, hein, c'est-à-dire que la nature des maladies ne dépend pas uniquement du modèle émotionnel, puisque la façon dont le corps va envoyer le message
de cette incrustation, on va dire, hein, comme que tu disais tout à l'heure, ça s'incruste. La façon dont le corps va envoyer le message de cette perturbation, on va dire, d'équilibre, dépend non seulement de facteurs émotionnels, ça c'est sûr, dépend aussi de facteurs, de facteurs du système immunitaire lui-même, dépend de facteurs génétiques, dépend de facteurs épigénétiques, dépend de facteurs environnementaux de type l'endroit où nous vivons, dépend de facteurs alimentaires. Voilà, donc c'est tout un ensemble de facteurs qui font que la pathologie va se manifester plutôt sur un registre qu'un autre. Donc malheureusement, il est bien prétentieux de dire c'est tel désordre émotionnel qui va entraîner telle maladie, même si on peut dire qu'il y a des ulcères de stress. Oui, c'est probablement et évidemment que le stress, de toute façon, le stress participe à toutes sortes de pathologies, pas simplement les ulcères de l'estomac, mais ce serait une erreur de penser que ce ne serait que la manifestation émotionnelle qui serait à l'origine de telle ou telle maladie. C'est un ensemble de facteurs, y compris évidemment les facteurs génétiques et donc l'héritage par l'épigénétique, l'héritage de nos ascendants et de facteurs externes, environnementaux, qui évidemment participent à l'équilibre et donc au déséquilibre du corps-esprit. Et quand tu dis facteurs environnementaux, tu vas jusqu'à repérer des processus de pollution. On entend parler plein de processus de pollution électromagnétiques, des particules. C'est ça pour toi Alors, il y a évidemment ces facteurs environnementaux de cette nature-là, hein, sachant que, encore une fois, nous ne sommes pas tous égaux dans notre tolérance et notre réactivité à ces facteurs environnementaux. Pour certains, la pollution des villes va être, comment dirais-je, va nous imprégner, mais le système immunitaire va être capable d'exprimer, d'expulser un certain nombre d'éléments environnementaux qui fait que, à part 2 rhumes par an, tout ça sera parfaitement, comment dirais-je, restera plutôt en équilibre. Pour d'autres, ces mêmes facteurs environnementaux auront une incidence beaucoup plus forte. Donc, c'était un chercheur suisse qui avait étudié aussi comment les organes, il les appelle les organes cibles, c'est-à-dire selon les facteurs environnementaux, selon le système émotionnel, selon la façon dont le cortisol allait plutôt se fixer sur tel organe que tel organe, etc. Et donc, il avait fait un descriptif assez poussé dans la façon dont, quand l'organe qui est ciblé et qui, entre guillemets, tombe malade, cet organe-là, s'il est ciblé, c'est aussi la conséquence de tout comment dirais-je, de tout un ensemble, de toute une dimension multifactorielle de la façon dont le corps lui-même cherche à s'auto-guérir. C'est-à-dire que quand on a entendu enfin que la maladie, c'est un processus d'auto-guérison, quand on veut bien l'entendre, c'est pas facile à entendre. Il y a de la résistance quand même, surtout quand justement on a 42 fièvre. Bon. Mais quand on veut bien entendre que oui, c'est un processus d'auto-guérison, c'est la façon dont le corps cherche à retrouver son équilibre et à s'auto-guérir, quelquefois par des moyens assez drastiques, eh bien, il y a à intégrer effectivement le fait que nous ne sommes pas tous égaux, nous avons tous une histoire à la fois personnelle et transgénérationnelle, et que cette histoire participe à cibler des organes plutôt que d'autres.
Alors, je vais aller sur un registre un peu plus soft, je ne sais pas. Euh, Nous avons souvent tendance à compenser. Mais C'est-à-dire que beaucoup de personnes compensent, pas plus addiction, mais en tous les cas, des excès de quelque chose. Donc, ça peut être sucre, ça peut être chocolat, ça peut être alcool, euh, tabac, tabac, sport, sport, travail. travail, j'allais le dire. Pourquoi avons-nous autant de difficultés à nous contrôler? Elle est précieuse cette question, c'est-à-dire que le, le corps va utiliser des moyens qui sont des moyens vraiment liés au corps, la respiration, la nourriture, etc. L'action, le travail c'est de l'action, hein, le sport aussi. Et donc le corps va aller puiser dans des ressources qui sont des ressources, j'allais dire, à portée de main. La nourriture, la respiration, l'activité, hein, c'est vraiment des ressources à portée de main, c'est-à-dire que ce sont vraiment des ressources dont nous ne pouvons pas nous passer pour exister, pour vivre, et elles vont les utiliser pour répondre d'une façon euh, sûre, mais sûre au sens de voilà, tous les médecins et autres qui aident les patients à se libérer du tabac disent tous la même chose, c'est-à-dire pourquoi on fume. Oui, il y a une habitude sociale, oui, c'est un gestuel qui fait qu'on a quelque chose à la bouche, etc. Tout ça, c'est tout à fait juste. Mais quand même, si on écoute bien l'histoire des gens, les gens fument parce que tant qu'ils fument, ils sentent respirer. C'est-à-dire que le tabac, la fumée, est une façon d'objectiver le fait que nous respirons. Le fait de manger a aussi une composante qui rassure. Le fait de bouger, travailler, faire du sport à outrance, etc., rassure. C'est-à-dire que la fonction de ces excès, c'est une fonction extrêmement précise qui consiste à vérifier que nous sommes vivants. Et cette vérification que nous sommes vivants, alors de façon très, très concrète, hein, c'est-à-dire que nous agissons, nous utilisons des fonctions qui sont des fonctions tout à fait premières dans notre besoin d'existence, l'alimentation, la respiration, l'énergie, le fait de boire ça, avant que ça use complètement, ben, ça dope, des drogues, toutes sortes de drogues, tout ça renforce le sentiment d'exister. Alors, ça vient renforcer le sentiment d'exister. Pourquoi nous y sommes attachés? Pourquoi nous compensons sur ce modèle-là? Parce que tous ces moyens-là, et ce sont des moyens, renforcent notre sensation d'exister. Et donc, si, bien sûr que nous allons nous y attacher, puisque plus nous le faisons, plus nous nous sentons exister, plus nous nous sentons exister, plus nous avons peur de ne plus nous sentir exister, plus nous sommes attachés aux moyens pour nous sentir exister. Et donc, dans cette période de confinement que nous avons passée et auquel un certain nombre sont encore très très attachés, hein, puisque on voit que ça se fait lentement, je crois que même indépendamment des conseils donnés par nos gouvernants, les gens ne sont pas très très pressés hein, pour beaucoup de sortir, et même si d'autres se sont précipités dehors, eh bien, ce moyen de vérifier notre propre existence, c'est ce qui est à l'origine de l'excès. Et on l'a vu notamment au début du confinement, c'est des gens se sont mis à manger, voire beaucoup manger, voire faire des plats qu'ils n'avaient absolument pas l'habitude de faire. Et après, avec une inquiétude de oh là là, mais je mange trop, etc. Mais le fait d'utiliser l'alimentation dit quelque chose d'un rapport à qu'est-ce que je fais de ma vie si j'ai pas, comme d'habitude, mon boulot, mes sorties. Voilà, donc
ça dit quelque chose du rapport que nous avons avec des situations que nous pourrions qualifier de manque, mais qui sont plus des situations de pause, j'allais dire de frein, de temps comment dirais-je, peut-être de réflexion hein, aussi que nous pourrions avoir, dans laquelle il n'y a pas d'emblée toutes les réponses qui sont données par des habitudes. Et donc, nous compensons plutôt que de nous retrouver face à des situations dans lesquelles nous ne savons pas répondre puisque nous sommes déstabilisés par rapport aux habitudes que nous avions. Et le temps que nous trouvions des réponses, eh bien, très souvent, c'est là que nous cherchons à compenser. Donc, la compensation, c'est juste un mécanisme qui est tout à fait naturel et qui est, comment dirais-je, une façon de répondre à une situation dans laquelle nous aurions, on pourrait dire, un blanc par rapport à des habitudes comportementales et mentales dès lors que la situation change. Et donc, pour éviter ce blanc, pour éviter ce je ne sais pas quoi faire, eh bien, l'habitude, c'est de compenser. Donc, ce n'est pas évidemment uniquement lié là à la situation que nous avons vécue et qui est encore un petit peu présente, de moins en moins, mais c'est vrai évidemment pour des situations dans lesquelles nous sommes aussi dans des habitudes, mais qu'il faut quand même vérifier qu'on se sente bouger, vivant, tonique, plein d'énergie, c'est ça. Et comment dirais-je, l'origine, on va dire, de ces habitudes très liées à celle de vouloir vérifier notre propre existence. Plus que la vivre, nous cherchons à la vérifier. C'est comme si le mental cherchait à vérifier que le corps est vivant. Et c'est un emballement. Et comme tout à l'heure, tu évoquais l'idée de solution ou de modification. Par exemple, si on prend l'addiction au travail, que je connais assez bien, ce serait quoi la modification? Ben, c'est toi qui vas nous le dire alors. Donc, ça serait l'idée de prendre plus conscience que de m'appuyer sur ce que tu viens d'exprimer, c'est-à-dire que c'est un appétit pour me sentir exister, appétit de la sensation d'exister. C'est ça. C'est déjà réaliser ce qui se passe. C'est-à-dire, ah ouais, c'est-à-dire je vois, ça y est, je comprends que cette habitude de chercher à vérifier que je me sens vivant, que je me sens fort, que je me sens tonique, que je me sens exister, que je me sens respirer, que je me sens, enfin voilà, donc tout ça. Et donc, c'est déjà, première chose qui est extrêmement importante, c'est déjà de vérifier, de réaliser que ah oui, c'est ça qui se joue. Et pas simplement d'en prendre conscience intellectuellement, mais aussi d'en prendre conscience sensoriellement, c'est-à-dire d'admettre que notre corps-esprit nous engage dans ce plus, par exemple, de travail, et que ce plus de travail, c'est d'abord une solution avant d'être un problème. Voilà. Et ça, c'est le passage absolument indispensable, parce que tant qu'on ne le voit que j'ai un problème, je travaille trop, j'ai un problème, je fais trop de sport, j'ai un problème, j'ai trop de sexualité, j'ai un problème, j'ai trop de... À chaque fois qu'on est dans le jugement du trop, on passe à côté de l'information initiale qui est, bah oui, mais c'est d'abord une solution. C'est d'abord une solution que mon corps-esprit a trouvée pour répondre à un désir de vitalité que j'ai, et donc, avant de le juger, je vais déjà réaliser que c'est une réponse. Il faut du temps souvent pour ce... C'est pas parce qu'on se le dit une fois ou deux que c'est suffisant. Il faut souvent du temps pour réaliser combien c'est une solution et combien, en fait, nous sommes attachés à notre solution. Et petit à petit, alors quelquefois, ça peut être rapide, quelquefois, c'est beaucoup plus lent. Petit à petit, il doit exister d'autres solutions pour répondre au même désir. Et
c'est à partir de là qu'il est possible de faire ces petits changements que j'évoquais tout à l'heure en disant que j'aimais beaucoup quand mes patients m'envoyaient un petit SMS en disant « Waouh, j'ai changé ça, c'est formidable, j'ai une vraie victoire ». Eh bien, c'est à partir du moment où nous voyons et où nous reconnaissons et où nous remercions cette solution ou ce comportement comme ayant été une solution, c'est merci, du fond du cœur, merci, parce que ça m'a permis de continuer à vivre, continuer à me sentir vivant, continuer à exister. Et donc, dans la reconnaissance et la gratitude que nous avons vis-à-vis de cette solution, eh bien, là peut s'entrebâiller, s'ouvrir petit à petit des solutions alternatives, c'est-à-dire des petits changements, des petits pas différents qui, petit à petit, vont nous conduire à, en fait, je peux faire ça aussi. Je ne vais pas nier ce que j'ai fait, non, je peux faire ça aussi. Je peux vraiment travailler jusqu'à 11 heures du soir, etc. OK. Et ça, je sais le faire. Et je peux aussi découvrir que en ne répondant pas aux mails le soir même et en leur poussant le lendemain, ben ça va quoi. Je peux faire ça aussi. Je peux ajouter cette solution à celle qui est déjà existante. Et il me semble, en tout cas dans le regard que je porte moi sur ce que c'est que la liberté, il me semble que ça, c'est vraiment la liberté fondamentale. Je peux faire ça aussi. Même si le lendemain, je me fais remonter les bretelles, etc., je peux faire ça aussi. Même si ça a des conséquences, je peux le faire. Et ça, il me semble que c'est vraiment une liberté première, pas la liberté de faire ce que je veux, quand je veux et qui je veux. Non, ça c'est autre chose. Mais la liberté première, elle est dans cette capacité à découvrir que nous pouvons élargir, on va dire, notre champ de possibles plutôt que d'en rester à des habitudes comportementales et mentales qui sont des solutions que nous pouvons reconnaître, remercier et vraiment avoir de la gratitude sur ce modèle initial, on va dire, de solution et ne pas en rester là. Tu évoques souvent Une dernière question? Mais il n'y a pas de... Là, nos amis regardent, remercient, trouvent ça intéressant. Mais il n'y a pas pour le moment, en tous les cas, une dernière question qui serait... ou alors, nous allons sur le terrain d'amis, copains, d'autres techniques. Et Camille me demande, mais qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'EFT? Ah mais moi, je suis une grande fan de plein de techniques, que ce soit l'EFT ou d'autres, hein, parce que elles permettent de, comment dirais-je, elles permettent aux personnes d'entrer dans quelque chose qui me semble moi toujours absolument fondamental, qui est le questionnement. Ça permet de se questionner. Ça permet de se poser la question de qu'est-ce qui se passe, où j'en suis, comment je me comporte. Et donc de porter attention au soi. Et donc toutes ces techniques sont formidables puisque ça permet déjà d'entrer dans le questionnement. Et il me semble que la logique émotionnelle, elle est comme le terreau de toutes sortes comme ça d'approches qui sont tout à fait intéressantes. Hein. Et donc, non seulement j'en exclus aucune, mais je privilégie évidemment celles qui sont au plus près aussi de l'expérience corporelle et sensorielle. Hein. Ça, c'est une évidence, c'est ce qui s'en rapproche le plus. Simplement, j'aime, moi, voir que la logique émotionnelle, dans son déroulé corps-esprit et la façon dont la cartographie permet de voir un mouvement qui s'automatise, dont on peut devenir conscient, mais qui est vraiment un mouvement tout à fait naturel dans cette logique de vie, la logique émotionnelle, elle est vraiment le terreau sur lequel nous pouvons nous fier, auquel nous pouvons nous référer, auquel nous pouvons revenir
lorsque nous constatons que l'émotion s'emballe, ou nous nous emballons, ou l'émotion s'impose comme un c'est plus fort que moi, et permet de revenir à ce mouvement naturel. À partir de là, l'usage d'approches comme le FT ou d'autres sont tout à fait intéressantes, d'autant plus que nous pouvons nous référer à ce système de logique émotionnelle. Voilà. Donc pour moi, non seulement je ne les exclus pas, mais il me semble que ces approches sont d'autant plus pertinentes qu'elles incluent la cartographie de la logique émotionnelle, la connaissance du processus biologique, qui fait que du coup, ce n'est plus une technique, mais c'est une technique qui, dès lors, peut s'approprier le processus émotionnel. Et voilà, on a fait avec Sylvie, Alexandre, beaucoup de formations de logique émotionnelle pour des thérapeutes ou des coachs qui sont formés à la CNV, qui sont formés à l'EFT, etc. Et c'est formidable puisque du coup, ces approches, ces techniques s'enrichissent d'une compréhension beaucoup plus fine de par la biologie de ce que c'est qu'être un être vivant et dans la façon dont on peut prendre soin du soi. Allez, une petite dernière question. Nicole se demande, dans ce désir d'existence, quel est le cerveau qui est aux commandes? Le cerveau, l'ensemble du cerveau. Il faut voir le cerveau non pas comme un empilement de systèmes qui seraient différents. C'est tout concours dans le cerveau. Celui dont nous pouvons le moins nous passer, c'est le cerveau qui est celui de la survie et qui est celui qui, on parlait du reptilien tout à l'heure, qui est vraiment aux manettes dans l'autoconservation du corps, de la structure corporelle, et évidemment qui est complètement en phase avec la mémoire. De toute façon, notre corps humain est constitué je ne sais même pas donner le chiffre, de 80, 90, 99,9% de mémoire. Nous sommes de la mémoire sur pattes. Et donc, la mémoire, c'est aussi bien une mémoire corporelle qu'une mémoire mnésique des événements passés, qu'une mémoire projetée avec le néocortex. Donc, c'est l'ensemble, c'est même pas le cerveau, c'est l'ensemble du système nerveux qui nous permet de répondre à ce désir d'existence. Merci Catherine. Bien, merci à tous d'avoir été présents et puis à bientôt. À bientôt. Nous vous proposons en juin une expérience nouvelle de classe virtuelle. Je mettrai l'information dans le chat. Ce sont les fondamentaux. C'est-à-dire que si vous souhaitez expérimenter un peu plus avant que par conférence, c'est-à-dire expérimenter dans votre corps-esprit, nous avons un stage sur les fondamentaux qui s'appelle Émotion quand c'est plus fort que moi. Et donc, pour la première fois, nous allons la composer de classes virtuelles avec un temps en septembre de plus concret, plus d'expérience corporelle. Donc, à travers une rencontre. C'est ça. Super. À bientôt. Ciao, ciao.